Lundi 20 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire de 26 minutes qui vous décrypte l'actualité. Ce soir, nous aurons deux grands thèmes, comme à l'accoutumée. Nous allons d'abord parler de la prise de Kidal par l'armée malienne le mardi 14 novembre dernier. Ensuite, nous parlerons du Sénégal avec l'horizon qui s'obscurcit de plus en plus, ce qui concerne la présidentielle pour Ousmane Sonko, l'opposant. Avec moi sur ce plateau pour développer ces deux grands thèmes, M. Tchegoum Boubé Maïga, journaliste. Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, Haïda. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci beaucoup. Et M. Oussouf Diagola de l'agence Navara. Bonsoir, M. Diagola. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, pareillement. Le 14 novembre, donc, les FAMA sont entrés dans la ville de Kidal, une ville qui était sous contrôle des ex-rebelles de la CMA depuis plus d'une décennie maintenant. Cette entrée à Kidal a été célébrée un peu partout dans le Mali. On a vu plusieurs images, plusieurs vidéos, notamment sur les réseaux sociaux et ailleurs. Une première question pour vous, M. Maïga. Que vous inspire déjà cette entrée de l'armée malienne à Kidal? Bon, comme tous les Maliens, moi j'ai été... Disons que je suis très content, quoi. Parce que, même si par ailleurs dans le débat on peut revenir sur certains aspects, au moins de Bamako ou de Kay, on a quand même l'impression que le Mali exerce sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je crois que c'est ici même, il y a à peu près un mois, on parlait de Kidal, quand il y avait eu le début du raid de la sur Kidal. Et je disais, oui, on peut prendre Kidal, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après les you-you de joie de la semaine passée, on voit bien que le soufflet est en train de tomber, parce que tout le monde est un peu en attente de voir qu'est-ce que le Mali va faire à Kidal. Pour le moment, il semble qu'il n'y a presque personne là-bas. Tout le monde est parti sous le feu de l'armée. Donc il faut que le Mali retrouve ses citoyens, ses enfants qui sont dans la nature. Il faut les ramener. Il faut les réconcilier avec la mère patrie. Et puis il faut que l'État soit présent. Comme vous l'avez dit depuis 10 ans, en dehors du gouverneur et de quelques cadres symboliques, tout Kidal était à Bamako. Les impôts, la douane, c'était à Bamako. Donc il faut redéployer l'administration, il faut redéployer les services sociaux de base, il faut redéployer la confiance, parce que les gens de Kidal, oui, ils ont beaucoup de souvenirs qui remontent en surface. Donc il faut vraiment qu'on fasse preuve de beaucoup de management, de beaucoup de tact, pour que ceux qui sont partis reviennent et qu'ils comprennent qu'on ne leur veut aucun mal, quoi. Voilà, pour le moment, c'est ça, quoi. Oui. À vous entendre, le plus dur est à venir. Est-ce que vous êtes d'accord? Le plus dur reste à faire? Absolument, Kidal est après. C'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que le Mali se batte pour récupérer Kidal, mais après l'avoir récupéré, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, c'est faire revivre la ville. Kidal ne vivait plus. Et déjà, à l'entame des représailles de l'armée, si on peut le dire ainsi, contre les anciens rebelles réunis au sein du CSP, pratiquement la ville a perdu les 3/4 de sa population. Les premières images qu'on a vues sur les réseaux sociaux qui sont des captures de camp, pratiquement tout ce qu'on voyait, c'était vraiment pas ça Kidal. On se demandait où est-ce qu'on est. Maintenant, il faut faire revivre les populations. C'est pour cela, d'ailleurs, l'armée est en train de bien faire, à mon avis, pour appeler les populations à revenir. Mais elles vont revenir sur quelle base? D'abord, il faut la confiance. Est-ce que cette confiance est longue? Comment il faut l'acquérir? Quand elles vont venir trouver quoi sur place? L'administration, les services de base, comme on dit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il faut essayer d'aller vers une ville vivante, une Kidal qui ressemble à ce que Kidal était, c'est-à-dire ce mélange de populations blanches, noires, qui s'entendent, surtout les commerçants, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre problème qui surgit. On est en train, à tort ou à raison, de se dire, d'indexer les uns et les autres. Tel était à la solde de tel était à la solde de tel. Et quand on va entrer dans ce système-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué encore. Donc, maintenant, on a pris Kidal. Il faut se donner les moyens de faire revivre la ville. Faire revivre la ville, faire en sorte que l'administration revienne dans la ville sont
Vous l'avez dit, ça revient très souvent, mais est-ce qu'on peut se le permettre maintenant, sachant que le climat sécuritaire reste encore précaire et qu'il y a toujours cette expectative-là de voir s'il y aura une contre-offensive ou des actions de harcèlement qui seront menées par les gens de la CMA? Oui, moi je pense que même pendant les 10 ans d'absence de l'État à Kidal, il y a eu beaucoup plus de communication, quoi. Les gens ont beaucoup joué à se faire peur et l'armée s'est rendu compte que derrière les discours grillés que nos parents tenaient, ils ne pouvaient pas tenir. C'est vrai que l'armée voulait Kidal, parce que c'est ça. Comme j'ai dit aux gens, c'est une parenthèse. Oui, les politiciens, ils n'ont pas pu pendant... Non. Les politiciens étaient tenus par des accords. Sinon, c'est les mêmes militaires qu'on a. Et ils étaient aussi bien armés. Je suis sûr que si politiquement, Ibeka avait demandé à l'armée de prendre Kidal, on aurait pris Kidal. Mais on était tenus par les accords. L'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation. La transition a décidé de s'asseoir sur les accords et d'aller faire la guerre. Oui, je pense que pendant ces 10 ans de flottement, là au moins, c'est malheureux de le dire, que l'accord est mis de côté, mais il faut trouver un instrument politique qui ramène la CMA, qui ramène l'armée, qui ramène le Mali autour d'une table. Pour se dire, bon, c'est bon, on est des parents, on a fait la guerre, on sait qui vaut quoi, faisons la paix pour le Mali, quoi. Les menaces de la CMA qui dit, ouais, on est en train de s'organiser, on va étendre sur... Ils avaient l'occasion de le faire. De Tessalit jusqu'à Menaka, ils avaient l'occasion de le faire. Ils n'avaient pas besoin d'être défaits pour sortir des... Moi, je pense que c'est quand on est fort qu'on tend la main. Aujourd'hui, le rapport de force est en notre faveur. Je pense que politiquement, c'est à nous d'aller les chercher là où ils sont. Ils ne sont pas tous des faucons, ils ne sont pas tous des guerriers. Oui, ils sont dessus parce qu'ils n'ont pas pu... la raclée qu'ils promettaient, ils n'ont pas pu la faire. Donc il faut aller les chercher pour leur dire oui, on s'est bagarré, on est des enfants du même pays, ça arrive, assoyons-nous, voyons comment... Mais est-ce qu'il reste toujours des interlocuteurs crédibles, sachant que, comme vous l'avez dit, ils ont promis beaucoup de choses, notamment à la population de Kidal aussi, qui pourraient être déçus de la tournure des événements. Oui, c'est pour cela que, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où la réalité, c'est le terrain qui commande. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les populations de Kidal aient été, dès le départ, enthousiasmées par le discours va-t-en-guerre de certains ou le discours indépendantiste d'autres, quoi. Non, les gens de Kidal sont des Maliens. Je pense qu'il n'y a pas de honte à revenir à la maison. Je me rappelle quand il y avait la crise ivoirienne, Gbagbo qui est très fort dans les images, il dit non, quand il y a la bagarre dans la famille, le soir, il ne faut pas fermer la porte. Il faut l'entrouvrir un peu parce que celui qui est parti, il peut toujours revenir sur la pointe des pieds. Donc je pense qu'on est dans une situation comme ça où il ne faut pas, le discours va-t-en-guerre, il faut abandonner. On a dit on va prendre Kidal, on a pris Kidal. Maintenant il faut prendre les populations pour les amener à la maison. Je pense que c'est possible, quoi. Et c'est vrai que quand on faisait le raid sur Kidal, il n'y a pas eu de réaction à l'international. Parce que je pense qu'à l'international, ils ont compris que tous les accords qu'on a signés pour la paix, pour la réconciliation, pour ne pas faire la guerre et tout ça, on a décidé de les mettre de côté pour le moment, de montrer. Donc personne, même l'Algérie, n'a pas fait un seul... Mais je pense qu'il faut remobiliser tous ceux qui sont pour la paix, tous ceux qui ont des canaux, ouais, pour que la paix revienne définitivement à Kidal, quoi. Très bien, que la paix revienne définitivement, mais toujours sur l'aspect sécuritaire, puisque au-delà de la CMA dans la zone, on a aussi le JNIM. Est-ce qu'on peut se dire que ça aussi, c'est une équation forcément à prendre en compte aussi avant de faire revenir les populations? Non, mais vous savez, hein, les groupes armés, ils fonctionnent comme des vases communicants. Ça a commencé par le MNLA. Vous avez vu toutes les dénominations qu'il y a eu derrière. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de CMA, mais on parle beaucoup plus de CSP, PSD, qui est une création de Al-Gabas. Mais parce qu'il savait qu'à la tête de la CMA, il avait une année et après, il faut toujours rester sur... le devant de la scène. Voilà, sur le devant de la scène.
Ceci dit, il faut pas oublier que les stratèges maliens de l'armée, en demandant le départ de l'aménagement, s'étaient préparés à la guerre. Et tout le monde savait, le jour où l'aménagement va partir, l'armée allait mettre tous les moyens pour descendre sur Kidal. On craignait un bain de sang. Heureusement, on l'a évité. Il y a un terme que je vais employer qui Tchegoum aime trop souvent le dire, c'était du barabara. Et je crois que jusque-là encore, le CSP, en disant non, ils vont revenir, ils vont se réarmer, moi je me demande où ils peuvent se réarmer. Parce que quand on regarde un peu la géopolitique sous-régionale, ils sont venus de la Libye. Maintenant, la Libye, non. Il n'en est plus question. Est-ce que l'Algérie va leur ouvrir les frontières pour aller se préparer? C'est moins sûr. Le Niger, n'en parlons pas. Il ne reste que le flanc mauritanien. Est-ce qu'avec la Mauritanie, le Mali est en train d'aller en bon terme pour essayer de permettre de leur couper ce retour? Il y a tous ces aspects qui comptent. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ces rebelles de la CEMA, d'après mes informations, ne sont encore sur le territoire malien. Et l'armée est déterminée à les débusquer. Ceux qui vont rendre les armes sont les bienvenus sur la table de négociation, parce que c'est vrai, on négocie qu'en position de force. Aujourd'hui, ils ne sont pas en position de force, ils sont de fait totalement de fait. Ceux qui ont pu sortir pour aller dans d'autres pays à l'étranger, normalement en Occident, oui, peut-être ils peuvent continuer à faire la guerre politique sur les ondes, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, cette guerre-là, elle va continuer jusqu'au bout et l'armée va récupérer totalement. Ceux qui sont prêts à discuter seront les bienvenus pour discuter. Tous les accords, on a mis le coude dessus, on n'en parle plus. Maintenant, sur quelle base? Ça, cette donne, c'est l'État malien qui va le définir. Et quand on voit aujourd'hui l'État malien dans sa diplomatie qui est un peu isolationniste, il faut se dire, parce qu'on se base que sur l'AES, l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, et avec cette Alliance des États du Sahel, il n'est pas question de négocier quoi que ce soit avec ces rebelles. Donc, quel autre partenaire étranger va venir? L'Algérie, peut-être, va toujours essayer, mais d'après les informations qui viennent des couloirs de l'état-major général des armées, il est un peu trop tôt pour se prononcer par rapport à l'Algérie pour intervenir dans ce dossier. Très bien. Alors, en ce qui concerne cette reprise de Kidal, c'est indéniablement aussi un gain politique pour les autorités de la transition. Est-ce que ce gain peut les permettre de tout justifier finalement ou de tout faire passer dans les jours, dans les semaines à venir? Tout faire passer, je ne sais pas. Déjà, ils font tout passer. C'est-à-dire même avant Kidal, ils font tout passer. On est comme dans une sorte d'anesthésie générale où les gens ne disent rien. Personne ne bouge, quoi. Et mis à part quelques-uns, le docteur Oumar Mariko, par exemple. Oui, il est où, lui? Tous ceux qui ont eu le courage, entre guillemets, de dire leurs opinions, seulement leurs opinions, de dire qu'ils ne sont pas d'accord, d'apporter des informations contradictoires, aujourd'hui sont hors des frontières, ce qui n'est pas bon pour l'image du pays, quoi. Et avec Kidal, quand on entend, je ne voudrais pas dire des exaltés, mais on entend tout et le contraire. C'est-à-dire qu'on déroule le tapis rouge pour les militaires, c'est un boulevard devant eux, et il y en a qui disent, ouais, il ne faut même pas faire d'élection. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, on cessera toujours de les féliciter, mais l'armée n'a fait que son travail. C'est-à-dire que contrairement à Ibeka, qui est civil, qui était tenu par des accords, par des engagements écrits et verbaux, eux, ils sont non seulement politiques et militaires. Voilà. Donc ils peuvent décider politiquement de faire la guerre et ils se donnent eux-mêmes l'ordre de faire la guerre. C'est plus facile, quoi. Maintenant, il ne faudrait pas qu'ils perdent de vue les engagements qu'ils ont pris et leur vraie place, quoi. Leur vraie place, ce n'est pas de vouloir gouverner le pays. C'est-à-dire que les Maliens ont accepté les différents reports en ne parlant pas à haute voix. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et je pense que tous ceux qui aujourd'hui applaudissent des pieds et des mains et qui leur demandent oui, enlevez les tenues, venez, non. Les différentes lois qu'on a, la charte, les règlements ne le permettent pas. Bon, c'est vrai qu'ils sont habitués à s'asseoir sur les textes. Ça, on a vu la Constitution et même la charte. Mais il ne faut pas qu'ils cèdent
au chant des sirènes, quoi. Le chant des sirènes, d'où ma question sur le gain politique de cette prise de Kidal, qui pourrait permettre de légitimer beaucoup d'autres choses à venir. Moi, je crois que, si je me permets, la guerre de Kidal sera terminée, mais la guerre de Bamako va commencer avec les politiques. Ils sont en somnolence, Stiogoum l'a dit, on est chloroformisé politiquement. Il ne faut jamais oublier les forces sociales, notamment les syndicats, parce qu'après, les gens vont réclamer. Il n'y a pas très longtemps, je crois, Shogel même avait fait une sortie pour dire que tout ce qui était discursif, la France, ici, cela, c'est fini, il va falloir travailler maintenant. Maintenant qu'on a Kidal, les politiciens, les syndicalistes, ils restent à les convaincre. Et quand ils vont se réveiller, ça c'est une autre bataille qui va commencer. Et cette bataille-là va être beaucoup plus difficile à mener parce que quand on voit aujourd'hui sur la scène politique quels sont les partis ou les leaders politiques qui osent encore lever la voix, il y en a très peu. Ceux qui le font ne sont pas là ou sont très souvent insignifiants. Mais il y a un autre mouvement de fond auquel il faut faire attention et ce ressac-là va essayer d'annihiler tous les gains politiques pour le régime actuel. Parce que si on ne fait pas attention, en oubliant les vraies questions pour les populations, en oubliant les vraies questions politiques, en oubliant les vraies questions pour les grands équilibres sociaux, on risque en ce moment d'affronter un nouvel front. Et ce nouveau front, personne ne sait jusqu'où il va s'ouvrir, jusqu'où il va s'élargir et quels sont les éléments, les acteurs principaux. Parce qu'à partir du moment où demain, après-demain, les partis politiques vont commencer à se réunir, à faire des manifestations. Parce que c'est vrai, jusque-là, c'est interdit. Mais le jour où les manifestations vont être autorisées, ou même il y aura la défiance des partis politiques face au pouvoir, et ce jour-là, je crois que tous les gains politiques de Kidal, tous les gains militaires, parce que jusque-là, le Mali, on ne brille que militairement, vont être annihilés. Et là, ce champ-là va être un champ de bataille féroce. Très bien, nous allons continuer à parler de bataille politique, mais cette fois-ci hors de nos frontières au Sénégal. Le vendredi dernier, c'était celui de tous les dangers pour Ousmane Sonko, qui n'y a pas échappé finalement. Et la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême du Sénégal ne lui ont pas donné raison. Donc, de fait, la perspective pour lui de pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle en 2024 s'éloigne. Son parti, qui a été dissous, a pris les devants. Il est en proposant un autre candidat. Quelle est votre analyse sur cette désignation d'un nouveau candidat par son parti? Bon, moi je pense que oui, il se prépare à accepter, parce que jusqu'à présent, ils se disent que tous les recours devant la justice ne sont pas épuisés, mais il se prépare à accepter, il se prépare à accepter qu'effectivement, Sonko ne pourra pas être candidat. Maintenant, moi je pense que Sonko, oui, on l'a dit ici à plusieurs reprises, il est jeune. Il est jeune, Sonko n'a que 45 ans, c'est-à-dire que même s'il fait 10 ans, 49, je pense. 49. Bon, même s'il fait 10 ans sans être candidat, dans 10 ans, il aura mon âge, quoi. Il aura 59 ans. Bon, donc, franchement, je pense que les violences politiques qu'il a charriées pendant ces manifestations, ces déclarations, oui, n'ont pas milité en sa faveur. Et sans être vraiment méchant, je pense que il récolte un peu les pots cassés de sa trajectoire. Peut-être que il va revenir un peu plus mature et comprendre que quand on veut être chef de l'État, quand on veut être président de la République, ouais, la fougue n'aide pas toujours. Voilà, il faut s'élever au-delà de ses passions, au-dessus de ses passions, pour entraîner le maximum et ne pas favoriser la haine, quoi. Parce que nos populations, que ce soit au Mali, au Niger, au Sénégal, majoritairement jeunes, majoritairement au chômage, ouais, il faut mieux les encadrer. Ils sont potentiellement très violents, les jeunes qui n'ont pas de travail. Donc les mettre dans la rue, casser tout ce que le tissu économique a pu construire, ça c'est pas responsable, quoi. Je ne l'accable pas, mais je pense qu'il va devoir
méditer sur tout ça, sur tout ce parcours-là, et se préparer, quoi. Il est, comme j'ai dit, il est jeune. Il a 49 ans, il est très jeune. Est-ce qu'en faisant cette annonce, le PASTEF ne prend pas un peu à contre-pied les autorités sénégalaises aussi? Oui, parce qu'on s'attendait un peu à ce qu'il n'y ait pas de candidat en face du candidat du régime sortant. Ça, on s'attendait beaucoup, mais finalement, en décidant de présenter quelqu'un pour la présidentielle, on se pose vraiment la question, est-ce que Sonko lui-même a accepté finalement qu'il soit hors course? Oui, mais s'il est hors course, il y a le risque pour lui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'envergure politique de fond, Sonko, il n'a pas. Il a navigué sur une vague de protestation avec la jeunesse, ok, très bien. Est-ce que quand il va sortir de prison ou quand le régime va changer, qu'il y ait un autre, il n'y aura pas d'autre leader qui va faire rêver le peuple sénégalais? Est-ce que Sonko peut toujours continuer à faire rêver le peuple sénégalais? C'est là où c'est très délicat, parce que ça peut être la fin d'une carrière. Il a fait rêver le peuple sénégalais pendant un moment, on a vu que c'était un rêve impossible, on va passer à autre chose. Et ce risque-là, c'est ça le plus dangereux pour lui. Sa personnalité politique va être un feu de paille, et à partir de là, il y a d'autres jeunes qui sont là, qui sont d'ailleurs beaucoup plus consistants que Sonko. Par exemple, le maire de Dakar, Diaz, Barthélémy. Barthélémy, ça c'est un personnage politique atypique, qui a de la consistance. Celui qui va le remplacer, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va sortir comme jeu pour essayer de narguer ou sinon même de convaincre le peuple sénégalais. Celui qui le remplace est d'ailleurs lui aussi en prison. Et d'ailleurs lui aussi en prison, exactement. Voilà. Alors que les temps sont comptés, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais de toute façon, la scène politique sénégalaise a tellement habitué le public au rebondissement. Demain après demain, on peut trouver encore une autre nouvelle scène qui va tout éclater et on ne sait pas trop comment ça va faire. Mais je pense que le risque le plus important dans cette affaire pour Sonko, c'est la fin d'une carrière politique et la mise entre parenthèses de la personnalité de Sonko. Et ce risque-là est très très prégnant et c'est très fort. Un risque prégnant, est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous pensez que ça peut être un peu comme ce qui s'est passé avec Khalifa Sall, avec Karim Wade par la suite? C'est-à-dire que comme là où je rejoins Diagola, c'est que quand vous prenez un homme politique comme Khalifa Sall, il a un background, quoi. C'est-à-dire que politiquement, d'abord il est très stable. C'est pas quelqu'un, c'est pas un va-t-en-guerre, c'est pas un taliban. Je m'excuse du terme pour les talibans, mais il est très stable. Deuxièmement, Sonko avait été troisième quand même de. Oui, mais il a vendangé cela. Il l'a pas capitalisé. Il a dilapidé. Il est très précoce. Précoce en devenant troisième, précoce en rentrant en prison, précoce peut-être en finissant sa carrière. Je ne sais pas, mais ça, on va voir quand il va sortir de prison. Donc, Khalifa Sall, pour revenir politiquement, c'est pas un discours va-t-en-guerre. Il a géré une mairie. Donc, tous les militants de Khalifa Sall, quand vous les entendez parler, vraiment, c'est le Sénégal, la stabilité, la prospérité. Il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a eu des alliances stratégiques. Et Sonko n'est pas Mandela. Mandela a fait 27 ans, il est sorti plus populaire. Donc il y a un vrai travail. Il faut qu'il fasse une introspection pour savoir. C'est vrai que l'État peut être accusé de tous les maux, que Macky Sall peut être tenté de l'avoir écarté, mais que lui-même, il se pose les bonnes questions en se disant, si je sors, je vais être un nouvel homme politique. Ça, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais sinon, s'il est dans la posture victimaire, où tous les jours pères, il est évanoui, les jours impairs, il refuse de manger, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière. Mais bon, chacun choisit un peu sa manière de se battre, mais je ne suis pas sûr que cette manière de se battre, pour lui, à court terme, peut apporter des résultats, quoi. Ok, alors cette candidature pour le PASTEF n'est pas encore entérinée. Ils doivent encore avoir les parrainages nécessaires. Ils ont 2 semaines pour cela. Mais si jamais cela était entériné, est-ce que ça peut rebattre les cartes un peu pour la présidentielle à venir ou est-ce que vous pensez qu'il y a un boulevard ouvert pour le candidat du régime sortant? Bon, c'est Amadouba, il n'a pas vraiment un pouvoir, un boulevard ouvert, parce que lui aussi, ce n'est pas un personnage politique consistant. Il ne faut pas se leurrer. Ce qui est important, c'est de voir les autres candidats en face. Et
Pour au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que l'opposition va réussir à s'entendre sur une seule personnalité? On parle de Khalifa Sall. Ça paraît difficile. Parce qu'il y avait Yehui Askanoui, Khalifa Sall s'en est retiré récemment. C'est ce que je disais, que la scène politique sénégalaise nous a habitués à des rebondissements spectaculaires à chaque fois. Demain après-demain, on peut avoir même des rebondissements au sein de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas à exclure. Donc, qu'il y ait un candidat du PASTEF qui va rabattre les cartes, je ne vois pas trop, mais j'attends seulement de voir qui vont être les vrais candidats. On parle de comment s'appelle le fils à Wade, Karim Wade, ce n'est pas encore sûr. On parle de l'ancien maire de Dakar, ce n'est pas encore très sûr. À part cela, est-ce que même au sein de la mouvance présidentielle, il ne va pas y avoir encore d'autres candidats qui vont penser peut-être, voilà. Le choix de Amadou Ba tout est possible aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans un champ ouvert. Les dés sont jetés, mais personne ne sait au jour d'aujourd'hui quelle va être quelle va être la configuration définitive de la scène politique à quelques mois de la présidentielle. Ça, on ne le sait pas encore. Très bien, nous allons suivre ça dans les semaines à venir, Inch'Allah, et en parler aussi sur notre plateau. Merci à vous, Tchegoum Boué Maga, d'avoir accepté notre invitation. Merci à M. Oussouf Diagola de l'agence Nabara également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À lundi prochain, Inch'Allah, bonne soirée.